Bienvenue sur Zoom In. Merci. Aujourd'hui, on explore le monde complexe de l'intelligence artificielle, de la mondialisation et leurs implications pour notre liberté individuelle. Oui. Accrochez-vous car on va démêler des liens surprenants entre des événements apparemment distincts. Le scandale Epstein, la montée en puissance des crypto-monnaies comme Tether et la fusion croissante des géants de la tech avec les agences de sécurité nationale. Mhm. Qu'est-ce que tout cela signifie pour votre liberté dans un monde de plus en plus numérique? On va le découvrir ensemble. C'est une question essentielle en effet. Whitney Webb, dans son analyse, met en lumière une perspective intéressante. Le style politique de Trump, profondément ancré dans l'art de la négociation privilégie, les indicateurs économiques et les accords au détriment d'une aide directe aux citoyens. Ah oui, c'est vrai. On pourrait dire qu'il se focalise plus sur les chiffres et les transactions que sur le bien-être social, mais quel est le lien avec l'IA et la liberté? C'est là que ça devient intéressant. Si on couple cette approche avec l'émergence d'une société à deux vitesses alimentée par l'IA, comme le décrit Eric Schmidt dans l'âge de l'IA, on voit se profiler un scénario où une élite contrôle l'IA tandis que l'autre est soumise à son influence. Cela pourrait conduire à un affaiblissement cognitif pour une partie de la population. C'est un peu comme dans le film Matrix, non? Une élite tire les ficelles de l'IA et le reste de la population devient de plus en plus dépendant des décisions prises par les machines. Un scénario assez inquiétant. L'analogie avec Matrix est pertinente et ce qui renforce cette inquiétude, c'est la fusion croissante de la Silicon Valley avec l'appareil de sécurité nationale. Tout à fait, on voit bien que la domination technologique est perçue comme la clé de la défense nationale dans le monde actuel. Mais où est-ce que la Chine s'en sert dans tout ça? Certains experts affirment que pour gagner la course aux armements de l'IA, les États-Unis doivent s'inspirer du modèle chinois de fusion civilo-militaire. Attendez, vous voulez dire qu'il faudrait devenir la Chine pour la battre? C'est un dilemme moral énorme. D'ailleurs, Webb s'inquiète justement de voir les États-Unis sacrifier leurs valeurs dans cette course effrénée. Exactement. Il ne faut pas oublier le rôle du capital transnational dans l'ascension de la Chine. Des personnalités comme Larry Fink et Steve Schwarzman ont tissé des liens étroits entre les entreprises américaines et chinoises. C'est vrai, et ça me rappelle le scandale du Shinagate sous Clinton, avec ses accusations de corruption pour faciliter l'exportation de technologies américaines sensibles vers la Chine, sans parler de la mort suspecte du secrétaire au commerce Ron Brown, qui ajoute une couche de mystère à toute cette affaire. Absolument. Et c'est là que l'histoire prend un tournant encore plus sombre avec Jeffrey Epstein Webb, affirme que ses activités allaient bien au-delà du trafic sexuel et incluaient la manipulation des devises. Vous voulez dire qu'Epstein aurait pu jouer un rôle dans le Shinagate? C'est une révélation assez choquante. C'est ce que suggère Webb en soulignant ses liens avec des figures clés comme Mark Middleton impliqué dans le Shinagate et Leslie Wexner qui a racheté la compagnie aérienne Southern Air Transport, anciennement propriété de la CIA. Il est intéressant de noter que Wexner a ensuite transféré cette compagnie à Columbus, Ohio, pour transporter des marchandises vers la Chine. À l'époque, des responsables de l'Ohio avaient qualifié cela de trajet Meyer-Lansky, soupçonnant un lien avec le crime organisé. Dites-moi plus sur ce trajet Meyer-Lansky qui est Meyer-Lansky et pourquoi est-ce important? Meyer-Lansky était un célèbre gangster américain impliqué dans le crime organisé à grande échelle. Le fait que des responsables aient associé le transfert de Southern Air Transport à son nom suggère qu'il soupçonnait des activités illégales potentiellement liées à la Chine. Donc si on comprend bien, Epstein pourrait avoir été impliqué dans des opérations troubles allant du trafic sexuel à la manipulation des devises et même au Shinagate, c'est un véritable réseau de pouvoir occulte qui se dessine. C'est une hypothèse que Webb explore en profondeur. Elle s'appuie sur des indices suggérant qu'Epstein aurait été impliqué dans le trafic d'armes dès les années 1980, voire 1970. Elle note également un manque d'intérêt pour enquêter sur les liens d'Epstein avec Clinton pendant sa présidence, les investigations se concentrant plutôt sur la période après 2000. On a l'impression que des pans entiers de l'histoire restent en l'ombre, mais comment tout cela est-il lié aux crypto-monnaies? Webb établit un parallèle audacieux entre Tether et les mêmes coins, d'une part, et la BCCI de l'autre, la BCCI, une banque liée à la CIA, était tristement célèbre pour ses activités de blanchiment d'argent et autres opérations illicites. Tether, la nouvelle BCCA, c'est une accusation grave. Expliquez-nous ce qui vous amène à faire ce parallèle. La BCCI est officiellement une banque de développement, a été créée par la CIA et était impliquée dans le blanchiment d'argent provenant du trafic d'armes et de drogue. Elle a même été liée au trafic sexuel de mineurs, impliquant des élites des Émirats arabes unis. Ce scandale a éclaté au grand jour grâce à un rapport du Sénat en 1991. C'est effroyable, mais quel est le rapport avec Tether? Ce qui est troublant, c'est que Tether présente des similitudes troublantes avec la BCCI. Tout d'abord, le manque de transparence concernant ses réserves. Ensuite, son implication dans le scandale FTX, qui a révélé des malversations financières, les liens de ses fondateurs, avec des scandales de pédophilie et des agences de renseignement.
On a vraiment l'impression que l'histoire se répète. Exactement. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est le discours de Tether qui reprend la rhétorique de la BCCI en se présentant comme une solution pour bancariser les non-bancarisés. C'est assez ironique, surtout quand on sait que Tether est prêt à saisir l'argent des gens à la demande du Trésor américain. Yeah. Mais comment Tether pourrait-il servir les intérêts du gouvernement américain? Un manuel militaire publié par Wikileaks il y a plus de 10 ans qualifiait le dollar et les institutions financières qui le propagent à l'échelle mondiale, en particulier dans les pays du Sud, d'armes financières de l'Empire américain. Vous pensez que Tether est utilisé de la même manière? C'est une possibilité. Tether est particulièrement présent dans les économies instables, dont certaines ont été fragilisées par les sanctions américaines ou les politiques d'institutions comme le FMI et la Banque mondiale. Tether se présente alors comme un refuge pour préserver la richesse, mais cela revient à imposer le dollar de manière déguisée. Une sorte de dollarisation rampante en somme, mais qu'en est-il du Bitcoin dans tout ça? N'était-il pas censé être une alternative décentralisée au système financier traditionnel? Bitcoin a initialement été conçu pour défier le système monétaire actuel et offrir une alternative plus juste et libre. Cependant, l'intérêt croissant du gouvernement américain et du système financier traditionnel pour Bitcoin suscite des inquiétudes. Trump lui-même s'est montré très enthousiaste envers les stablecoins, adossés au dollar, qui aide à financer la dette américaine. Il a même évoqué la création d'une réserve stratégique de Bitcoin. Attendez, le Bitcoin, un outil de l'Empire américain, c'est un retournement de situation inattendu. Oui, et c'est une possibilité que les détenteurs de Bitcoin doivent prendre en compte s'ils réalisent d'importants profits grâce à la hausse du prix du Bitcoin. Que feront-ils de cet argent pour préserver la liberté financière? C'est une excellente question, mais avant de nous plonger dans le débat sur Bitcoin, parlons un peu des décrets de Trump et de son entourage, composés de personnalités du monde de la technologie. On a l'impression que ces géants de la technologie cherchent à se rapprocher du pouvoir, non? Oui, la nomination de David Sachs, un investisseur en crypto-monnaie et en IA au poste de tsar de la crypto et de l'IA, est particulièrement préoccupante. Sachs n'est pas tenu de se départir de ses investissements, ce qui crée un risque de conflit d'intérêts. Il pourrait être tenté de favoriser les entreprises dans lesquelles il a investi, ce qui fausserait la libre concurrence. On se retrouve donc avec une poignée d'oligarques qui contrôlent le marché, loin de l'idéal d'un marché libre et équitable. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour l'avenir de l'IA? L'annonce d'un investissement de 500 milliards de dollars dans l'infrastructure américaine de l'IA renforce les inquiétudes. Cet investissement massif s'inscrit dans une tendance bipartisane qui a débuté avec la Commission nationale de sécurité sur l'intelligence artificielle, dirigée par Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google. 500 milliards de dollars, c'est une somme colossale. Mais pourquoi investir autant dans l'IA? Cette commission, qui réunissait des représentants de l'État de sécurité nationale et de l'industrie technologique, a préconisé l'utilisation massive de technologies de surveillance basées sur l'IA pour devancer la Chine. Devancer la Chine, que veulent-ils dire par là? L'argument est que la Chine a déjà mis en place une surveillance de masse à grande échelle, ce qui lui donne un avantage dans le domaine de l'IA pour les rattraper. Les États-Unis doivent donc faire de même en augmentant massivement la collecte de données sur leurs citoyens. C'est une vision effrayante. On se dirige tout droit vers un état de surveillance généralisée. Et la participation de Larry Ellison, le PDG d'Oracle, à ce projet d'infrastructure de l'IA est particulièrement inquiétante. Ellison a récemment plaidé en faveur de l'instauration d'une identité numérique aux États-Unis, ce qui constituerait un élément essentiel de ce type de système d'IA tentaculaire. Il a également affirmé que les systèmes de surveillance invasifs basés sur l'IA aideraient les citoyens à se tenir à carreau. On dirait qu'il est partisan du panoptique, mais attendez, qu'est-ce que le panoptique exactement? Le panoptique, initialement un modèle de prison où les détenus sont constamment sous surveillance, est devenu une métaphore de la surveillance de masse à l'ère numérique. Imaginez un monde où chaque clic, chaque achat, chaque conversation est enregistrée et analysée par des algorithmes. C'est un scénario digne d'un roman dystopique. Mais est-ce vraiment la direction que nous prenons? C'est une question que nous devons nous poser collectivement. Sommes-nous prêts à sacrifier notre vie privée et notre liberté au nom de la sécurité? C'est une question cruciale. Mais avant de nous plonger dans ce débat, je crois qu'il est temps de faire une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre exploration. Reprenons notre conversation sur la liberté à l'ère du numérique. Le panoptique, cette idée de surveillance constante, soulève des questions fondamentales sur l'équilibre entre sécurité et liberté individuelle. Sacrifier notre vie privée au nom de la sécurité, est-ce vraiment le prix à payer pour vivre dans un monde hyper connecté? C'est une question qui mérite réflexion, et j'imagine que le gouvernement et les grandes entreprises jouent un rôle majeur dans ce débat, n'est-ce pas? Comment voyez-vous leur influence dans ce contexte?
Je perçois le gouvernement comme une sorte de partenariat public-privé où le secteur public est fortement influencé par les intérêts du secteur privé, notamment financier, quant aux élites, elles cherchent à dérisquer le monde, c'est-à-dire à éliminer tout risque pour leurs activités, même si cela implique de restreindre les libertés individuelles. Dérisquer le monde, le terme est fort. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour nous? C'est la logique qui sous-tend la surveillance de masse, les technologies prédictives et la fusion entre l'état de sécurité national et les géants de la technologie. On cherche à tout contrôler, à prédire et à prévenir tout ce qui pourrait menacer l'ordre établi. Et vous pensez que cette tendance est dangereuse? Oui, car elle conduit à une concentration du pouvoir entre les mains d'une petite élite qui prétend savoir ce qui est le mieux pour le reste de la population. On se retrouve avec une société où une poignée de personnes décide pour tout le monde. C'est une vision assez pessimiste de l'avenir, mais y a-t-il des moyens de résister à cette tendance? Comment pouvons-nous, en tant que citoyens, préserver notre liberté dans ce contexte? L'éducation, la liberté de choix et la possibilité d'échouer sont essentielles à l'épanouissement individuel et collectif. Il est important de défendre ces valeurs et de résister à la tentation de tout contrôler et de tout planifier. C'est un message d'espoir important. Mais concrètement, comment pouvons-nous mettre en pratique ces idées? Parlant du rôle des lanceurs d'alerte. Par exemple, vous avez souvent évoqué leur importance dans vos travaux. Pourquoi sont-ils si importants dans ce contexte? Les lanceurs d'alerte jouent un rôle essentiel en révélant la vérité et en luttant contre la corruption. Ils prennent des risques considérables pour dénoncer des actes répréhensibles, souvent au péril de leur carrière et de leur sécurité. Pensez à des figures comme Edward Snowden et Julian Assange qui ont payé le prix fort pour avoir révélé des informations sensibles au public. Leurs révélations ont mis en lumière des pratiques de surveillance de masse illégales et ont contribué à sensibiliser l'opinion publique au danger de l'espionnage gouvernemental. Et pourtant, ils sont souvent traités comme des criminels, voire des traîtres. Malheureusement, oui. Les gouvernements et les institutions puissantes cherchent à discréditer les lanceurs d'alerte et à les faire taire, car ils représentent une menace pour leur pouvoir et leur contrôle. C'est pourquoi il est crucial de les soutenir et de protéger leur droit à la liberté d'expression. Tout à fait. Mais comment les lanceurs d'alerte peuvent-ils concrètement nous aider à comprendre les enjeux de l'IA et de la mondialisation? Imaginez un lanceur d'alerte qui travaille pour une entreprise développant des technologies de reconnaissance faciale et qui découvre que ces technologies sont utilisées à des fins de surveillance de masse illégale, ou encore un lanceur d'alerte qui travaille pour une agence de renseignement et qui découvre que des données personnelles sont collectées et analysées sans le consentement des citoyens. Ce sont des scénarios inquiétants, mais réalistes. Les lanceurs d'alerte pourraient donc nous alerter sur les dérives de l'IA et nous aider à mettre en place des garde-fous pour protéger nos libertés fondamentales. Exactement. Okay. Il pourrait également nous éclairer sur les liens de trouble entre les gouvernements et les géants de la technologie, comme dans le cas du scandale. Epstein imaginait un lanceur d'alerte qui a travaillé pour Epstein ou qui a eu accès à ses archives et qui décide de révéler la vérité sur ses agissements. Ce serait une bombe. Cela pourrait avoir des répercussions considérables sur le monde politique et financier. Mais comment encourager les lanceurs d'alerte à parler? Comment garantir leur sécurité? Il est important de créer un environnement où les lanceurs d'alerte se sentent en sécurité pour parler et où leurs révélations sont prises au sérieux. Il faut les protéger des représailles et les encourager à faire la lumière sur les affaires sensibles. En parlant de liberté d'expression et de censure, vous avez souvent mentionné l'importance de contourner les plateformes de médias sociaux traditionnelles et de créer des canaux de communication directs avec le public. Pourquoi est-ce si important à vos yeux? Les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Twitter et YouTube sont devenues des acteurs incontournables dans la diffusion de l'information. Cependant, elles exercent également un contrôle croissant sur les contenus que nous pouvons voir et partager ce contrôle s'exerce souvent de manière opaque à travers des algorithmes qui filtrent les informations et censurent les opinions dissidentes. On se retrouve avec une vision du monde tronqué, où certaines voix sont amplifiées tandis que d'autres sont réduites au silence. C'est une forme de manipulation insidieuse qui façonne notre perception du monde sans que nous en ayons conscience. Exactement. C'est pourquoi il est important de diversifier nos sources d'informations et de privilégier les canaux de communication directs où nous pouvons interagir avec les créateurs de contenu sans passer par des intermédiaires, par exemple en s'abonnant à des newsletters, en suivant des podcasts indépendants ou en utilisant des plateformes alternatives comme Mastodon ou Diaspora. C'est un excellent conseil, mais revenons à l'IA. On a beaucoup parlé de ses dangers potentiels, mais l'IA n'est-elle pas aussi un outil qui peut être utilisé pour le bien? Bien sûr, l'IA est une technologie puissante qui peut être utilisée à des fins bénéfiques comme la recherche médicale, l'éducation ou la lutte contre le changement climatique par exemple. L'IA peut aider à développer de nouveaux traitements pour des maladies graves, à personnaliser l'apprentissage pour les élèves
ou à optimiser la consommation énergétique pour réduire notre impact environnemental. C'est vrai, l'IA a le potentiel de révolutionner de nombreux domaines et d'améliorer nos vies de façon significative, mais comment s'assurer que l'IA est utilisée pour le bien, et non à des fins néfastes? C'est la question cruciale. Il est essentiel de mettre en place des garde-fous éthiques et juridiques pour encadrer le développement et l'utilisation de l'IA, par exemple en interdisant l'utilisation de l'IA pour la surveillance de masse, la discrimination ou la manipulation. Il faut s'assurer que l'IA est développée et utilisée dans le respect des droits humains et de la démocratie. Absolument, il faut éviter que l'IA ne devienne un outil de contrôle et d'oppression. Mais comment pouvons-nous, en tant que citoyens, influencer le développement de l'IA? Il est important d'impliquer le public dans le débat sur l'IA et de sensibiliser les citoyens aux enjeux éthiques et sociaux de cette technologie. L'IA ne doit pas être un domaine réservé aux experts et aux technocrates. C'est une question qui concerne tout le monde. Tout à fait, mais comment développer notre esprit critique face à la complexité de ces enjeux? Comment faire le tri dans la masse d'informations souvent contradictoires que l'on nous présente? C'est une excellente question. Il est essentiel de développer des compétences d'analyse critique, de vérification des sources et de détection des biais. Par exemple, en apprenant à identifier les sophismes, à évaluer la crédibilité des sources et à confronter différentes perspectives sur un même sujet. Il faut sortir du mode passif de consommation d'informations et adopter une attitude active et critique. C'est vrai, il faut se poser des questions, douter, interroger et confronter les informations que l'on reçoit. Et cela implique aussi d'être conscient de nos propres biais et de nos préjugés. Exactement. L'esprit critique est un processus constant d'apprentissage et de remise en question. C'est un processus essentiel pour naviguer dans un monde de plus en plus complexe et incertain. L'esprit critique est donc la clé pour préserver notre liberté de pensée et d'action dans un monde où les manipulations et la désinformation sont omniprésentes. Absolument. Et l'éducation joue un rôle fondamental dans le développement de cet esprit critique. Parlons-en de l'éducation. Comment pensez-vous que l'éducation peut nous aider à relever les défis de l'ère numérique? L'éducation doit évoluer pour répondre aux besoins du XXIe siècle. Il ne s'agit plus seulement de cumuler des connaissances, mais de développer des compétences essentielles, comme l'esprit critique, la créativité, la collaboration et la résolution par problème. On a besoin de citoyens éclairés, capables de s'adapter à un monde en constante évolution et de prendre des décisions éclairées. Tout à fait. L'éducation doit nous donner les outils pour comprendre le monde qui nous entoure, pour interagir de manière responsable avec les technologies numériques et pour construire un avenir meilleur. Mais l'éducation ne suffit pas, la liberté de choix est tout aussi importante. Absolument, il faut donner aux individus le pouvoir de choisir leur propre voie, de faire leurs propres erreurs et d'apprendre de leurs expériences. C'est en faisant nos propres choix et en assumant les conséquences de nos actes que nous grandissons et que nous devenons des individus responsables. La liberté de choix est donc le fondement de la liberté individuelle et de la démocratie. C'est un message inspirant. Mais avant de conclure, avez-vous un dernier conseil à donner à nos auditeurs? Oui, n'ayez pas peur de poser des questions, de remettre en question les idées reçues et de penser par vous-même l'avenir est entre nos mains. Et c'est à nous de le façonner de manière responsable et éclairée. C'est un excellent conseil. Merci pour cette discussion passionnante. Merci de m'avoir invité. Chers auditeurs, on arrive à la fin de notre exploration. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et d'ici notre prochaine découverte. Gardons l'esprit ouvert critique et surtout, n'oublions pas l'importance de l'humour et de la joie, même lorsque l'on aborde des sujets sérieux et complexes. Tout à fait, l'humour et la joie sont des forces vitales qui nous aident à garder le moral et à persévérer dans nos combats. Alors continuons à explorer le monde avec un esprit curieux, critique et joyeux. Merci encore pour toutes ces réflexions. Merci de m'avoir reçu, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Chers auditeurs, on espère que cette exploration vous a donné matière à réflexion. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à consulter le site web de notre invité pour en savoir plus. À bientôt pour une nouvelle découverte.